Donc en seulement 7 mois, la population mondiale a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre a produites en un an. Après un tel constat, nous imaginons bien que changer nos habitudes et réduire notre impact sur l'environnement devient une nécessité. Pour atteindre les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, publiée le 18 août 2015, nous devons produire moins de déchets, éviter le gaspillage, émettre encore moins de gaz à effet de serre, utiliser des matières recyclées ou renouvelables pour fabriquer de nouveaux objets ou construire de nouveaux bâtiments. Nous devons faire le choix aussi de la solidarité pour le partage du travail et des richesses. Nous devons établir un équilibre, imaginer tous ensemble un développement durable et vraiment durable. Alors tout ça, le secteur du bâtiment et les travaux publics est le plus gros consommateur de matières premières et c'est aussi le plus gros producteur de déchets. Donc recycler, réutiliser et réemployer les matériaux du bâtiment, mais aussi penser à la déconstruction dès la phase des études, sont de nouvelles pratiques que nous devons apprendre et adopter sans attendre, car elles seront nécessairement les pratiques réglementées de demain. Malgré beaucoup d'obstacles, des professionnels du bâtiment et les maîtres d'ouvrage n'hésitent pas à prendre des risques pour expérimenter et démontrer qu'il est possible de faire changer les mentalités, les pratiques et faire bouger les règles. C'est le cas du collectif d'architecture Faire Avec, acteurs courageux, convaincus que le développement durable et solidaire ne peut se faire que tous ensemble et maintenant. Pour ces démarches vertueuses, Faire Avec a été plusieurs fois récompensé. Il a reçu le prix Vision et prix des professionnels de la Fondation Cognac-Jay en 2018, le prix Coup de cœur, deuxième prix des trophées de l'économie verte d'Est Ensemble 2019, et le prix Jeunes Talents des trophées Logement et Territoire d'Imowic en 2019. Donc on est très heureux de vous recevoir ce soir pour Clotilde de Buisson et Elia Monsoni, toutes deux architectes et membres du collectif, bien sûr, à Faire Avec. Vous ne pouvez pas être tous là ce soir, ils sont un peu nombreux. Mais elles se présenteront et présenteront leur collectif. Donc on les remercie d'avoir pris le train de Paris, surtout en ces moments un peu compliqués. Je ne sais pas si elles pourront rentrer demain, en tout cas on l'espère. Donc elles vont nous présenter leur structure et nous faire partager leur expérimentation, leur expérience sur des projets qu'elles ont réalisés dernièrement, avec des matériaux inexploités dans le cadre de l'amélioration de l'habitat solidaire. Donc avant leur intervention, on est aussi très heureux d'accueillir Erwan Calonet, qui est directeur général des services de chez Trivalis. Nous le remercions sincèrement d'avoir répondu aussi spontanément, j'allais dire, à notre invitation. Donc Trivalis, c'est le syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. Mais je pense que le mieux, c'est que vous veniez présenter cette structure et on écoutera après Clotilde et Elia pour Faire Avec. Bien, merci, bonsoir à tous. Donc Trivalis, en effet, c'est le syndicat de traitement des déchets de Vendée. La Vendée est un peu particulière puisqu'en fait, on a un syndicat qui couvre l'ensemble du territoire, ce qui est un peu quelque chose qui n'est pas caractéristique en France, puisque souvent les syndicats sont plus petits. Et c'est vrai que cette particularité de couvrir l'ensemble du territoire permet aussi d'avoir une massification, une politique un peu générale sur le territoire. Donc Trivalis, en fait, on est sur une compétence, la compétence de traitement des déchets. On est composé de 17 collectivités adhérentes, qui sont des collectivités de collecte, qui sont principalement des intercommunalités, voire des regroupements d'intercommunalités. Donc en fait, l'idée c'est que le partage de compétences, les collectivités collectent l'ensemble des ordures ménagères, aussi bien en porte-à-porte au niveau du tri sélectif, mais aussi en déchetterie. Et ensuite,
Trivalis va gérer l'ensemble du traitement des déchets collectés. Un petit focus, en Vendée, ça représente à peu près 460 000 tonnes de déchets collectés par an, qui se répartissent de façon très particulière et aussi de façon un peu, on va dire, différente que le reste de la France. C'est-à-dire qu'on a 249 kilos à domicile. Donc à domicile, c'est principalement, on va dire, tout ce qui est ordures ménagères et emballage, verre, papier. Et en déchetterie, 342 kilos. En France, on a surtout des ordures ménagères, et en déchetterie, on collecte un tonnage beaucoup moins important. Ce qui signifie aussi, et ça, il faut l'avoir en tête, c'est que l'enjeu des déchets aujourd'hui en Vendée se retrouve dans les déchetteries. Et la thématique, c'est le réemploi. Et en effet, on trouve que la thématique est tout à fait pertinente sur la partie déchets, puisque c'est en déchetterie qu'on va pouvoir collecter de façon séparée des matériaux, parce que je pense qu'on peut parler de matériaux qui peuvent être réutilisés ensuite. Ceux qui ont un peu d'âge et qui se souviennent des déchetteries d'il y a, on va dire, 10-15 ans, peuvent mesurer l'évolution de ces équipements. Il y a une quinzaine d'années, dans une déchetterie, vous aviez quelques quais, et puis on avait une benne en mélange, on avait un peu de déchets verts, du bois. Aujourd'hui, sur les déchetteries, on arrive à avoir jusqu'à 17 filières différentes. Et ça, c'est vraiment important, puisque pour bien pouvoir réutiliser les matières, l'enjeu, c'est de pouvoir les trier et avoir une pureté du tri. Quand vous avez une matière triée, isolée, on peut la réutiliser beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez les matières que l'on voit, bon, carton, bois, déchets verts, déchets électroniques. Donc là aussi, on peut essayer de retrouver des éléments de réemploi et on va dire, de réparation du mobilier. On va faire un petit focus sur les gravats, la ferraille, les plastiques, les plaques de plâtre, c'est quelque chose qui n'existait pas, mais qu'on a essayé de développer aussi dans les filières en déchetterie. Polystyrène, en Vendée, on récupère aussi du polystyrène qui est réutilisé par une filière locale, Vendée Polystyrène. Le tout venant, le gravat, le tout venant, là c'est un mélange, là aussi on pourra sans doute travailler demain pour essayer d'en sortir encore une partie valorisable. Sur le gravat, l'idée un peu de faire un focus sur le gravat, et bien sûr je pourrais intervenir selon vos questions, peut-être sur d'autres matériaux. On collecte, en 2018, on a collecté à peu près 71 000 tonnes de gravat dans les déchetteries vendéennes. Sur ces 71 000 tonnes, on arrive à valoriser à peu près entre 95 et 99% du tonnage, ce qui n'est pas neutre. Donc il y a tout un processus, on va dire, de compressage, de criblage, de déferraillage, et on arrive à réutiliser cette matière. De quelle manière? On l'utilise majoritairement, on va dire, dans nos propres exploitations à Trivalis, aussi bien en recouvrement des centres d'enfouissement, sur la fabrication des rampes d'accès pour les installations de stockage et d'enfouissement, mais aussi sur un certain nombre, on va dire, de plateformes et de sous-couches de plateformes qu'on a réalisées sur nos propres équipements. Donc entre 95% et 99% des matières collectées et du gravat collecté est réutilisé. Alors évidemment, quand on parle de gravat, tout de suite les tonnages sont importants, parce que même 5% du tonnage, ça fait des tonnages importants. Donc on peut encore aller plus loin. Mais néanmoins, on voit là que c'est une évolution qui est intéressante et qui s'inscrit un peu dans les démarches d'aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de l'évolution des déchetteries avec notamment la diversité des filières que l'on retrouve aujourd'hui. Il faut savoir qu'on voit apparaître des nouveaux modes de fonctionnement par rapport aux déchets, et le déchet devient peu à peu, au moins tend à devenir une ressource. Il y a des expériences avec notamment des matériothèques, donc la possibilité que lorsque la séparation a bien été faite en amont, il puisse avoir une récupération par le grand public des matières directement dans les déchetteries. Donc là, on inverse un peu le système, c'est qu'on ne vient même plus, on va dire, seulement déposer les matériaux, on vient aussi les récupérer à un moment donné et donc les réutiliser. Il y a aussi le développement des recycleries, on en a parlé, c'est qu'à un moment donné, avec soit des personnes dans des associations d'insertion ou autres, sur le haut de quai, il y a une séparation qui est faite avant la mise en benne sur un certain nombre de matières, de mobilier qui peuvent être réutilisées.
Aujourd'hui, on a environ entre 7 et 10 recycleries en Vendée, et c'est vraiment une tendance qui tend à se développer. Et évidemment, tout ce qu'on va capter à ce niveau-là, et donc qu'on va réemployer, sera détourné de l'enfouissement et sera détourné de la gestion de traitement. Donc on est dans une phase qui pousse quand même vers le réemploi. Alors il y a aussi des freins au réemploi. Alors, il y a des freins juridiques, réglementaires, je pense que les deux architectes en parleront tout à l'heure. Il y a des freins financiers. Aujourd'hui, acheter des matières premières coûte parfois moins cher qu'aller vers des matières de réemploi. Et puis, il y a aussi des blocages dans le réemploi. On a bien sûr réparé un appareil aujourd'hui, il faut trouver le bon réparateur, et parfois c'est plus simple de s'orienter vers du matériel. Mais on est quand même sur une tendance, et on sent que si à un moment donné, il y a une différenciation financière entre la matière réutilisable et la matière première, il peut avoir un effet cliquet qui permet de développer cette tendance. Donc voilà, en quelques mots, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est quoi que vous appelez les gravats vendus à un prestataire? C'est-à-dire qu'on a une partie des gravats en fait, qui sont concassés, qu'on revend à un de nos prestataires, on va dire, qui va de TP. On fait du traitement sous le sol, sous le goudron. C'est ça. Et concrètement, en fait, là, concrètement, on parle des gravats, il y a peut-être pour la récupération du bois ou des choses comme ça, tout le reste, il y a des choses similaires ou... Alors, sur les autres matériaux, par exemple les déchets verts, ils sont réutilisés, ils sont broyés en réamendement organique. Donc il y a une réutilisation. Bon, la ferraille, tout ce qui est un peu ferreux, on n'a pas trop de problématiques pour l'évacuation. Le vrai sujet, c'est le bois. Le bois, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même une incohérence, c'est qu'on a des cargos de bois qui partent de France pour aller en Suède, pour aller, on va dire, alimenter des chaudières bois, donc qui sont traitées, parce que c'est de bois de classe B, c'est de bois traité, alors qu'en France, il y aurait sans doute la possibilité de pouvoir gérer ce bois. Donc il y a sans doute là des éléments à travailler. Après, par exemple, sur les plaques de plâtre aussi, c'est réutilisé en amendement organique, c'est mélangé avec des déchets verts, ça revient à l'amendement. Donc on a des pistes, mais c'est pas du 100%, et c'est sans doute pas au même niveau que le gravat, où on arrive à des pourcentages de réemploi beaucoup plus importants. Est-ce que tu peux nous parler du statut juridique des déchets? Je pense au gravat et le réemploi pour les routes. On a connu des difficultés sur des matériaux issus de carrières qui présentaient des traces d'amiante, par exemple, alors sans aller sur des pollutions d'amiante des gravats. Mais est-ce que n'importe quelle entreprise de TP peut utiliser vos produits et les valoriser en sous-couche? Là, tu abordes en fait une des difficultés que j'évoquais, c'est la problématique réglementaire. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il y a 38% qui est revendu à nos prestataires, c'est sans doute la limite qui est donnée, et que nous, on réutilise sur nos propres équipements. Donc, d'une certaine manière, ça permet de gérer, on va dire, la problématique plus ou moins réglementaire. Aujourd'hui, il y a une homologation, on va dire, des matériaux qui sont produits. Donc, on a un prestataire, c'est Bâti Recyclage, en fait, qui produit ces matériaux-là. Donc, il y a une homologation. Donc, normalement, il y a une séparation qui est faite dans le traitement pour que l'amiante soit ressortie. Mais c'est sans doute le vrai problème. Donc, a priori, ces matériaux peuvent être réutilisés. Il y a sans doute une réflexion à avoir, notamment sur les marchés, les commandes publiques, parce qu'il faut intégrer la possibilité que ces matériaux soient utilisés. Donc, il faut varianter les marchés. C'est-à-dire qu'en fait, mettre une variante avec des matériaux de réemploi. Et les habitudes, dans ce qu'elles sont, on sait aussi que parfois, c'est compliqué, qu'administrativement, on change un peu ces conditions. Mais il faut travailler justement avec nos collègues administratifs pour que ça change et qu'il y ait une volonté politique pour qu'on puisse s'apprêter ces matériaux. Sur les plastiques, qu'est-ce que vous réussissez à faire? Alors, sur les plastiques, il y a des possibilités, on va dire, de séparation des plastiques et de pouvoir les réutiliser en amendement sur il y a une partie de plastique recyclé qui peut être réutilisée, on va dire, dans de la matière vierge. C'est principalement la seule source, on va dire, qui est orientée. Les plastiques posent différents problèmes, c'est que ça marche très bien quand on est sur un plastique avec une matière qui est la même sur un plastique. On a des plastiques complexes, donc évidemment ça c'est plus compliqué. Alors il y a l'ultime étage, on va dire, du réemploi, c'est la valorisation énergétique. Et certains plastiques non chlorés peuvent aussi aller vers ces éditeurs-là. Moi je voulais savoir au niveau du tout venant s'il y avait des pistes du coup pour extraire d'autres matériaux à l'avenir.
Alors le tout venant, c'est vrai que l'objectif c'est déjà de limiter le tonnage. Donc, parce que le tout venant, en fait, il y a un double tout venant, c'est-à-dire que soit l'orientation en haut de quai n'est pas suffisamment faite, c'est-à-dire que si jamais on ne dirige pas trop la personne vers la bonne filière, la tendance est d'aller directement à la benne où on peut tout mettre, donc il y a un travail amont à faire. Sur le tout venant, donc ensuite il y a la deuxième niveau, c'est-à-dire devant la benne tout venant, mettre quelqu'un qui peut rediriger vers les recycleries. Donc ça, c'est les déchetteries peuvent le faire. Et troisième élément, il y a des réflexions sur le CSR, le combustible solide de récupération. Donc c'est-à-dire extraire de cette benne de tout venant tout ce qui est bois, carton, plastique non chloré, qui peuvent venir alimenter des chaudières industrielles dans les cimentiers. Et ça, c'est une réflexion qu'on mène, mais pas seulement qu'avec Trivalis, sur un territoire beaucoup plus large. Comment se fait la connexion entre vous et les éventuels demandeurs de produits à réutiliser? Est-ce que c'est uniquement vous qui avez votre réseau ou est-ce qu'il y a... Alors nous, on travaille avec un ensemble de prestataires privés qui vont venir prendre les différentes filières, prendre en charge les différentes filières. Et ce sont ces prestataires qui, d'une certaine manière, qui sont des intermédiaires ensuite vers des clients potentiels. Nous, on est en premier rideau, si vous voulez. On ne négocie pas forcément directement avec un prestataire, sauf sur certaines filières, notamment sur la filière polystyrène, qui n'existait pas il y a encore 2 ans en Vendée, et pour laquelle, en fait, on a eu un contact avec un prestataire qui était dans la Vienne et qui voulait développer son entreprise en Vendée, et on lui a créé, on va dire, cette filière-là. Mais autrement, c'est souvent nos prestataires. Alors, il y a des nationaux que vous connaissez, des Suez qui viennent et qui interviennent sur nos déchetteries, ou des locaux comme Bâti Recyclage sur les gravats, qui sont nos intermédiaires et qui peuvent avoir une vitrine vers, on va dire, des demandeurs privés ou publics. Je cède la place. Je répondrai s'il y a des questions. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais rester là, je vais parler ici. Voilà. Bonsoir, merci d'être venus. Merci au CIE de nous avoir invités à présenter notre travail. Donc, nous sommes venus, Clotilde et moi, donc de Paris. On fait partie du collectif Faire Avec. Alors, Faire Avec, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif de 4 architectes, 3 praticiennes et une chercheuse. Donc nous ce soir on va vous expliquer comment on en est venu à travailler sur le réemploi en architecture. Dans un premier temps, c'est vraiment vous expliquer comment les premières expérimentations d'architectes nous ont amenés à vouloir professionnaliser une démarche qui nous semble essentielle aujourd'hui. Et donc, on vous illustrera la démarche avec les 2 projets en cours qui sont en chantier à Paris aujourd'hui. Faire avec, il y a 2 constats. Le premier dont on vient de parler avec Trivalis, c'est la quantité de déchets qui est générée par le secteur du bâtiment aujourd'hui. Donc c'est déjà 42,5 millions de tonnes qui sont générées par an. Et donc de l'autre côté, c'est la question du mal logement qui nous interpelle, où il y a plus de 3 millions de personnes qui souffrent du froid en raison de la précarité énergétique. Donc ça nous montre quand même d'un côté un trop plein et puis de l'autre côté un trop peu. Et c'est face à ce constat qu'on a voulu créer le collectif avec Gwenaëlle Rivière et Clara Piolato lui-même, du coup, qui a vocation à faire de l'amélioration de l'habitat par de la valorisation de matériaux inexploités. Du coup, juste pour reprendre un petit peu, même si on a déjà parlé, faire un petit tour sur la question du déchet, puis un peu un lexique qui peut être utile pour comprendre la suite. C'est déjà légalement, un déchet, c'est une substance dont on a vocation à se défaire. Donc si déjà à l'origine on traite un objet qu'on enlève comme quelque chose qu'on n'a pas envie de jeter, c'est pas un déchet légalement. Donc c'est la première question qu'on peut se poser, c'est comment on traite la déconstruction.
Donc sur ce tonnage de plus de 42 millions de tonnes de déchets, il y a une grosse partie qui est issue de la démolition, mais aussi de la réhabilitation et de la construction. Donc la notion de réemploi, c'est d'utiliser quelque chose dans le même usage que pour lequel il était prévu initialement, alors que la réutilisation, c'est d'utiliser pour un nouvel usage. Et ensuite, la dernière des notions qui paraît essentielle, c'est la question de prévention des déchets. Donc, justement, ce dont on parlait, de faire en sorte qu'un produit ne devienne pas un déchet, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Sachant qu'on parlait de valorisation tout à l'heure, il y a quand même la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui donnait comme objectif 70% de valorisation en horizon 2020. Sachant que la valorisation, on va dire du mieux au moins bien, c'est d'abord le réemploi, ensuite le recyclage et en dernier lieu c'est la valorisation énergétique qui consiste à brûler. Voilà. Donc si on imagine, on prend l'exemple d'une porte par exemple, la première chose c'est de l'utiliser en tant que porte, ensuite c'est par exemple la broyer pour en faire des panneaux d'agglomérés, et la dernière chose c'est de la brûler pour qu'elle puisse alimenter une ville. Enfin voilà, juste pour avoir un petit exemple. Et du coup, nous, un peu pour essayer de comprendre les gisements qu'on voit, c'est que il y a plusieurs moments où il y a des matériaux qui sont jetés. C'est déjà avant le chantier, auprès des fournisseurs de matériaux. Il y a tout un tas de fins de série, de retours de fournisseurs, de modèles d'expo, de non livrables qui existent et qui sont jetés très très régulièrement. Donc ça, c'est des matériaux qui n'ont jamais servi, qui sont complètement neufs. Et à la fin d'un chantier aussi, ça arrive très très souvent qu'il y ait des erreurs de commande, des surplus de chantier, des rebuts de chantier parce que une micro-rayure ou quoi que ce soit. Et donc il y a aussi tout un tas de matériaux qui peut être jeté en neuf. Donc nous, c'est aussi quelque chose sur lequel on se concentre pour essayer d'échapper au frein législatif qui peut être ennuyeux. Donc c'est aussi de se dire il y a du déchet neuf, et nous on veut essayer de travailler avec ça. Et l'autre, c'est la seconde main, c'est aussi tous les matériaux qui sont issus de déconstruction. Voilà. Donc aujourd'hui, un peu quand on veut démolir un bâtiment, c'est d'essayer de rajouter des étapes aussi à la déconstruction pour essayer de faire en sorte que les matériaux puissent être réutilisés. Donc c'est avant toute chose, avant même de démarrer une déconstruction, un curage ou une démolition, c'est de faire un premier diagnostic déchets qui va tendre à devenir un diagnostic ressources bientôt. C'est de voir tous les matériaux qui pourraient être déposés avec soin et réutilisés. Est-ce qu'ils ont un débouché ou pas? Et ensuite, c'est de les déposer avec soin de manière sélective pour les réutiliser ailleurs et qui ensuite seront stockés, potentiellement revendus, acheminés, puis restockés potentiellement et mis en œuvre dans un second bâtiment. Et donc nous, comme architectes, on se positionne à la fin vraiment de cette filière naissante, on va dire, parce que en fait du gisement, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de plateformes, on y reviendra plus tard, qui travaillent sur la question de où trouver du matériel, qui essaye de structurer les ressources. Mais en fait, s'il n'y a personne pour les prescrire à la fin, il y a pas ça restera stocké ou ça restera dans des décharges. Mais voilà, donc c'est essayer de se positionner aussi en tant que professionnel pour donner du débouché à ces filières. Voilà. Et donc pour la suite, on va un peu vous parler des projets qui sont antérieurs à la création du collectif Faire Avec, qui sont des projets qu'on a pu faire avec Elia du coup, qui nous ont un peu posé, qui étaient nos premières expériences, on va aller de la plus informelle à la plus structurée, et qui nous ont permis de créer un peu une démarche dont on va vous parler après, pour vous parler ensuite des projets en cours. Donc, en tout cas, les projets qu'on va vous présenter, c'est des projets vraiment de petite échelle, ou en tout cas des projets modestes, disons. Mais ils ont soulevé des questions qui ont pu alimenter la réflexion pour la suite. Donc, un des tout premiers projets a été un projet d'autoconstruction d'une cabane dans les Cévennes. Donc, tout petit module. Il s'agissait de sourcer des matériaux pour que le coût matériaux revienne à zéro, ce qui a été le cas. Ça a été possible avec du temps, notre temps. Donc, on a passé plus de 3 mois à sourcer ces matériaux, à les récupérer sur place,
et à les mettre en œuvre après lors d'un chantier participatif et grâce à des bénévoles le temps de 2 semaines. Donc là, tous les matériaux ont été récupérés et réemployés, à l'exception des plaques d'OSB qui ont servi pour la toiture et le contreventement. On avait eu l'idée d'utiliser la technique des bois brûlés pour uniformiser donc, ces sections de bois qui ont servi pour le bardage extérieur, qui étaient de couleurs et de dimensions disparates, tout en assurant l'étanchéité de la façade. Donc là, un deuxième petit projet qui nous a permis de tester le réemploi sur site. Donc c'est le projet d'une rénovation d'une maison de ville en région parisienne. Je ne vais pas m'attarder sur le projet en lui-même, mais plus sur l'aménagement de la cuisine. Donc très vite, on a proposé à la maîtrise d'ouvrage de récupérer les éléments existants de la cuisine, qui étaient en fait des éléments de plutôt bonne facture et en bon état, mais constituaient pas une cuisine de qualité. Oui, voilà. Le but étant de supprimer les toilettes et d'agrandir la cuisine. Donc on a recomposé une cuisine en conservant les éléments existants et en y ajoutant des éléments réalisés par des artisans, donc un menuisier et un ferronnier. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce projet-là ? L'adhésion pas toujours évidente, en tout cas au départ des artisans, mais en même temps l'opportunité de réaliser une économie et de pouvoir d'une part employer des matériaux nobles et de faire travailler 2 artisans à un endroit du projet qui n'avait pas été prévu dans ce sens-là. Le dernier petit exemple d'expérimentation avant la fondation du collectif, c'est l'aménagement d'un local commercial en bar. Donc c'est un local qui fait à peu près 70 mètres carrés. Particularité de ce projet, c'est que là la démarche a été mise en place tout au début. L'adhésion de la maîtrise d'ouvrage a été, immédiate et totale, dans le sens où c'est elle qui a pris en charge tout l'acheminement et la logistique pour la récolte de matériaux. Tous les matériaux ont été choisis, validés en amont du chantier via le site de Rotor des Constructions, qui est un site belge monté par des architectes, des constructeurs, donc qui récupèrent des matériaux, ils les reconditionnent et les revendent. Donc via cette plateforme, on a pu tout organiser en amont, acheminer les matériaux, aller les chercher en Belgique, avec la maîtrise d'ouvrage qu'on voit sur les photos, qui était quand même jeune et déterminée, disons. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu réaliser des plans de consultation pour les entreprises et des plans de chantier, en fait, avec les éléments finaux, ce qui n'arrive pas tout le temps. Voilà, donc là on retiendra la facilité d'usage de la plateforme et du centre de récolte de matériaux et l'implication, l'adhésion aidante de la maîtrise d'ouvrage. Et le frein, c'est que à Caen, des endroits comme cela près de chez nous. Donc à l'issue de ces expériences, on a commencé à entamer une réflexion sur comment lever les freins qu'on avait rencontrés et surtout comment continuer à aller dans le sens de la démarche. On s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de pratique professionnelle et que l'adhésion des acteurs était complètement disparate entre les artisans, les maîtrises d'ouvrage, les bureaux d'études, ou en tout cas c'était une pratique qui était à la marge. Donc on a essayé de lister, en tout cas pour la maîtrise d'œuvre que nous sommes, quels étaient les points importants sur la systématisation de la démarche. Alors la première chose, c'est vrai que comme disait Elia, le but c'est qu'en tant qu'architecte, c'est se positionner pour que
pour essayer contrairement au projet précédent, on est beaucoup sorti de notre rôle d'architecte pour accompagner la maîtrise d'ouvrage, chercher du matériel, le faire nous-mêmes, stocker parfois des trucs chez nous. Enfin voilà, c'était de se dire bon bah, maintenant si on veut que d'autres s'y mettent aussi, c'est comment faire en sorte que ce soit simple. La première chose, c'est en fait il faut que ce soit reconnu par la maîtrise d'ouvrage, donc c'est de le facturer tout simplement, et que ça fasse partie de la mission, parce que s'il y a de la matière grise qui est mise là-dedans, parce qu'il y a un temps de recherche, voilà, c'est de faire en sorte que ce soit tout simplement reconnu. C'est de se dire aussi que quand il y a un temps de conception qui est un petit peu supérieur, on maîtrise mieux les coûts de réalisation, d'exécution des chantiers, puis par la suite de maintenance. Et voilà, nous sur les 2 projets dont on va vous parler ensuite, on a quand même réussi à chiffrer à chaque fois entre 4 et 5 jours pour chaque projet, beaucoup en phase, plus en phase pro ou DCE, et on se rend compte là maintenant qu'on est en train de faire les chantiers que fait faut aussi en chiffrer en phase chantier, parce que c'est là que ça se passe, quoi. Enfin, que la mise en œuvre se passe, donc ça devient intéressant. Le deuxième point, c'est d'essayer de constituer une équipe qui est prête à s'investir, parce que un chantier, c'est pas qu'un architecte qui le porte, c'est une maîtrise d'ouvrage aussi. C'est des artisans qui doivent quand même changer leur manière de faire, parce que il y a quand même une habitude aussi d'avoir des marges sur les produits neufs qu'on achète. Donc c'est d'essayer aussi d'avoir une transparence un peu plus grande sur les prix, de dire qu'en fait si la fourniture lui revient pas parce que les matériaux viennent d'un endroit autre, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés. Donc c'est aussi de se dire que ça peut valoriser la main d'œuvre des artisans, et donc encore une fois de valoriser l'humain plus que la matière, quoi. C'est aussi des bureaux de contrôle qui doivent essayer de pouvoir jouer le jeu aussi, et de pas dire non à tout simplement parce que qu'il faut avoir en tout cas des équipes qui puissent prendre des risques, des ingénieurs aussi, toutes les équipes de bureaux d'études, c'est important. On y reviendra sur des exemples un peu plus précis, mais voilà, la question de l'équipe, elle est quand même assez essentielle, de sensibiliser tout le monde avant de démarrer. Ensuite, c'est de contractualiser le réemploi, c'est-à-dire dans les CCTP, dans les DPGF, dans toutes ces pièces qu'on connaît, c'est comment on fait un appel d'offres où le réemploi est possible. Je sais que par exemple, aujourd'hui on se pose la question d'avoir un lot qui est destiné à de payer une personne qui ferait elle-même la recherche de tous les matériaux, et que ça pourrait être dans les appels d'offres. Alors après, nous, sur les exemples qu'on a, on est quand même sur des échelles plus modestes, et on y reviendra, mais on était sur aussi des échelles de temps très très courtes, donc sur la contractualisation on n'est pas encore au top, mais ça viendra. Voilà. Ensuite, c'est de savoir dessiner aussi des projets qui puissent être résilients, parce qu'en fait ça peut changer au fur et à mesure de ce qu'on trouve, et c'est aussi de savoir un peu s'adapter, et de se dire que le métier d'architecte, c'est aussi d'être source d'inventivité, d'innovation, et que du coup avec des matériaux disparates on peut réussir à faire quelque chose de beau quand même. Voilà. Ensuite, nous, une fois qu'on a que c'est contractualisé avec la maîtrise d'ouvrage, les clients, qu'il y a une équipe, etc., et que le projet est plus ou moins dessiné, c'est d'établir, nous en tout cas on fait comme ça, on établit des listes de potentiels besoins, de choses dont on pourrait avoir besoin. Là c'est un petit exemple pour un projet où c'est classé du coup par lot. Et ensuite, par lot, on explique ce dont on peut avoir besoin et les caractéristiques qui sont souhaitées, sachant qu'il y a beaucoup de choses où il n'y en a pas, en fait, parce que justement, c'est des zones de souplesse qu'on peut se laisser, notamment sur les questions de revêtement, sur des questions d'équipement. Là, on peut être peut-être plus souple. Il y en a d'autres, par exemple, dans les menuiseries, quand on a des portes qui doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour le coup, on a des largeurs de passage nécessaires. Voilà, les lampes de salle de bain, elles vont être P65, mais disons que et ensuite on voit ce qu'on peut trouver, puis on met les quantités, voilà. Et une fois que cette liste est faite, là c'est le moment où on la diffuse à l'ensemble des partenaires et du réseau de partenaires qu'on a pu un peu tisser. Donc là on vous en montre plus ou moins 3 types. Les premiers, c'est les plateformes de revente, donc c'est tous des acteurs qui sont naissants de l'économie circulaire, donc par exemple Cycle Up et Bacassia qui
qui sont des plateformes de revente de matériaux de démolition. On a Stock Pro, ou là ici Ressources, qui sont aussi des plateformes internet de mise en lien de surplus de fournisseurs ou de surplus d'artisans. Donc toutes les fins de chantier, ils essayent de mettre en lien par ça. Et Rotor, moi à ma connaissance, mais qui n'est que à côté de Bruxelles, sont pour le moment la seule vraie recyclerie du bâtiment qui existe. Donc une fois il y a ça, il y a aussi contacter des chantiers, parce que on en a déjà parlé assez rapidement, le diagnostic déchets est déjà obligatoire pour les démolitions de plus de 1000 m². Donc il y en a qui jouent déjà le jeu il y a certains BET environnement qui sur des gros chantiers jouent le jeu du diagnostic ressources, mais c'est aussi demandé souvent par les maîtrises d'ouvrage. Donc nous on a pu être en lien avec des chantiers qui avaient créé tout plein de catalogues là je vous ai mis que ça parce qu'on n'avait pas vous mettre tous les catalogues, mais en gros on a un peu toutes les caractéristiques des produits. Donc souvent on nous les transmet avant qu'ils soient déposés et en fonction des besoins ils sont déposés ensuite. Et la dernière chose que nous on essaye de faire aussi, c'est de contacter des fournisseurs, parce qu'on vous parlait pas mal des fins de série, etc. Et en plus, comme le collectif Faire Avec a un peu l'ambition de travailler dans des projets à vocation sociale, on a aussi cet objectif de travailler le plus possible avec du matériau neuf et qualitatif pour éviter de stigmatiser aussi le fait de faire des poubelles d'un côté, d'essayer d'éviter ces stigmatisations rapides. Et donc c'est de les démarcher et de voir si qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en rayon qui pourrait être réutilisé, quoi. Voilà. Et une fois qu'il y a ça, c'est de coordonner de la logistique, parce que il s'agit essayer de réfléchir en fait on va pas chercher à l'autre bout du département un lavabo, ça vaut pas le coup. Donc si on est sur des chantiers, est-ce qu'on peut avoir des grosses quantités, est-ce qu'on peut avoir sinon des trucs qui sont vraiment plus qualitatifs. Ensuite, où est-ce qu'on stocke, est-ce qu'on a un espace de stockage sur nos chantiers, ou est-ce qu'on peut venir récupérer le matériel, est-ce que ça peut rester stocké sur le lieu de départ aussi. Par exemple, un très très gros chantier qui a 1 an de curage, est-ce qu'ils ont une zone de stock chez eux et qu'on peut venir chercher les matériaux que quand on en a besoin, ou à l'inverse, si c'est pas possible, est-ce que les artisans avec lesquels on travaille peuvent récupérer les choses et les stocker chez eux. Et ça c'est là aussi où il faut réussir là-dessous dans la coordination de tout ça. Voilà, donc nous sur un chantier on a la chance d'avoir une zone de stockage où il n'y a pas du tout de travaux, donc ça c'est plutôt intéressant pour nous. Et puis ensuite c'est suivre le chantier, plus le suivi de mise en œuvre qui là pour le coup, pour vous en parler, on va vous parler un peu de nos 2 projets actuels qui auraient tous dû être livrés il y a 1 mois, donc on aurait pu vous montrer des photos si le bâtiment n'était pas le bâtiment. Voilà. Donc je te laisse. Alors tout d'abord un petit chantier, en tout cas un projet de petite échelle qui est l'aménagement d'un local associatif de quartier, qui s'appelle le CAL, donc Comité Action Logement, et qui a pour vocation de faire une aide juridique aux mal logés. Donc c'est un local d'une centaine de mètres carrés. On crée une mezzanine assez rapidement. Donc voilà le plan du projet. Donc sur ce projet est arrêté parce qu'on a eu disons un problème de facture du plancher supérieur qui est en train de se résoudre. Non, pas d'une autre, ouais. Mais à ce stade, on a quand même commencé la récolte de matériaux. Donc, je vais vous en parler un petit peu. On a tout d'abord été contacté par une consoeur qui, sur un chantier d'école primaire, avait eu une erreur de commande et nous a fait un don de carrelage. Donc le carrelage a été récupéré de très bonne qualité et en quantité suffisante.
Donc là, on voit sur un graphique comme celui-là que ça a été un gain de temps, un gaz de qualité. En revanche, au niveau de l'économie, bon, on sait que le carrelage, c'est quelque chose qui coûte pas cher, en tout cas qui peut être pas cher. Donc là, ce qu'on retient, c'est prendre le micro. On a ensuite récupéré des menuiseries qui allaient nous servir comme menuiseries intérieures entre les espaces de bureau et les espaces d'accueil au public. Donc là, pour des questions d'opportunité, on n'a pas pu récupérer et puis des questions de dimensionnement, on n'a pas pu récupérer des éléments de menuiserie qui généralement sont des éléments assez facilement sourçables. Ouais, en fait, c'est vrai que dès qu'on tape fenêtre sur le Bon Coin, on a 50 pages de fenêtres et on pensait que ça allait être hyper facile. Et ça n'a pas été très facile parce qu'en fait, sur les plateformes de déconstruction comme Bacassia, CycleUp, enfin tous ces trucs où justement il y en avait beaucoup. Il y avait cette question du délai et nous ce qui est un peu spécifique à ces chantiers qui sont aussi toujours à vocation sociale, donc payés par des subventions publiques et donc l'argent est débloqué qu'au moment du chantier. On se retrouve à pas du tout pouvoir faire de préparer le chantier, d'acheter des choses en amont, ce qui avait été le cas sur le petit bar qu'on vous a montré avant. Et donc on se retrouve à attendre le dernier moment et vraiment le lancement de chantier pour trouver des choses, qui est quand même assez stressant et qui est pas, parce que en fait on sait plus du tout à quoi va ressembler. Enfin là c'est vraiment être très très résilient. Donc en fait la solution ça a été de s'approcher de la réserve des arts, qui est un entrepôt à côté de Paris de revente de matériaux mais pour la promotion des arts. Donc en fait c'est destiné aux artistes, aux scénographes, etc. Mais ils ont aussi des matériaux de construction. Sauf qu'en fait, nous, notre entreprise y allait, ils voulaient pas lui vendre. Enfin bref, parce qu'en fait, il a un sirette de maçon, ça ne fonctionnait pas. Enfin, mais on a quand même réussi à les acheter. Donc l'avantage, c'est que sur des très grands verres feuilletés qu'on a à 30 €. À 30 €, ça nous a quand même fait une économie qui va nous permettre de faire aussi des cornières sur mesure en bois, enfin voilà. Et donc c'est aussi, ça nous permet de faire un peu des balances. Après, il y a toujours un peu des écueils et l'entreprise qui râle un peu, mais voilà, on les a quand même trouvés déjà. Donc là aussi, on a été contacté par un tournage qui avait lieu en région parisienne et qui était en amont du tournage, déjà dans le souci de quoi faire des déchets issus du tournage. Donc on a eu accès à un certain nombre de mètres carrés de moquettes neuves en réalité, parce qu'elle n'était même pas collée, elle était posée au scotch double face et quasiment propre. Elle avait dû servir pour quelques piétinements. Donc on a pu la déposer et donc là l'usage était voilà, aussi sur les enfin bref, c'était pour mettre sur la mezzanine des bureaux. On a eu un peu le bureau de contrôle qui pouvait râler là-dessus, mais en fait pas tant parce que c'était du réemploi, mais plus parce que c'était de la moquette et qu'on est une zone mixte à la fois ERP et à la fois bureau. Donc en fait finalement on a réussi à convaincre le bureau de contrôle qu'on n'était pas dans la zone ERP, donc c'est passé. Mais finalement c'est pas du tout la question du réemploi qui l'a gêné, parce qu'on avait finalement encore les fiches techniques avec nous et le matériau en fait il était comme disait Elia, il avait servi une semaine quoi. Donc et c'était du matériau de qualité aussi, voilà. Ensuite, là, on a, ça c'est aussi, encore une fois, c'est assez inhérent au fait de travailler pour des projets à vocation sociale, c'est qu'on a récupéré un ensemble de lampes, bon, on n'a pas encore de photos, mais de lampes toutes neuves qui étaient que des retours de fournisseurs, des surplus de fournisseurs, parce qu'on a travaillé avec les concepteurs Lumière sans frontières, qui sont des éclairagistes qui travaillent sur des projets toujours à vocation sociale. Et donc l'avantage c'est qu'eux ils travaillent aussi dans le même objectif que notre collectif, qui est d'essayer de récolter des matériaux de qualité auprès de fournisseurs, et donc c'est eux qui nous ont fait le plan d'éclairage en nous aidant en trouvant tous ces matériaux. Donc ça, en fait, c'est tout bénef quand on voit le rapport gain de temps, qualité, économie. Là, c'est quand même
on aurait sur un projet, enfin je rappelle, on est à 800 € le mètre carré en construisant une mezzanine, donc et en changeant aussi les portes extérieures, donc on est quand même sur des très faibles budgets de réhabilitation. On n'aurait jamais pu avoir des luminaires de qualité comme ça aussi, donc ça c'est plutôt l'avantage. Donc là on a mis cet exemple de récolte de matériaux à la toute fin parce que c'est pour nous ce qui a été le plus riche d'enseignement, malgré le fait que ça a été la première et le contre-exemple, quoi. Donc on s'est un peu précipité sur les opportunités par souci de bien faire, et on est allé récolter sur un chantier de démolition des matériaux beaucoup trop en avance. On a dû stocker dans le local en cours de curage. Bon, ça a été un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est que on parlait tout à l'heure du diagnostic déchets qui va devenir diagnostic ressources. Donc là, c'est un projet qui a eu ce diagnostic-là. Donc le diagnostic ressources a été réalisé. Sauf que la maîtrise d'ouvrage et les entreprises n'ont pas du tout été acteurs dans la démarche et ont très mal entreposé les matériaux sans même les nettoyer. Donc on est allé acheter même, enfin je veux dire à moindre coût, mais on est allé acheter ces sanitaires-là qui étaient sales. Donc bon, niveau symbole, c'était pas... Oui, puis c'est de se dire, enfin vous en parliez tout à l'heure, c'est quand on traite un produit comme un déchet, en fait, de fait, ça le devient. Alors que s'il est entreposé avec soin et qu'il est nettoyé, etc., bah, tout d'un coup, il a plus la même valeur. On le porte pas pareil. Enfin, je veux dire, alors que là, en vrai, c'était du matériau de qualité. C'est des sanitaires suspendus. Je sais plus, du Virois et Bosch ou je sais pas quoi, mais enfin et donc à la fin ça a été une récolte super compliquée. On a passé des heures à courir dans une tour de la Défense pour essayer de trouver 3 toilettes. Enfin bref, c'était un peu notre mauvais exemple, et donc maintenant on fait très attention quand on récupère du matériel à être sûr qu'il soit bien conditionné, bien stocké, qu'il soit nettoyé, et on le demande à l'avance, et sinon on le prend pas, quoi. Voilà. Donc sur ce chantier, ça peut paraître un peu dérisoire, mais ça fait une petite tonne quand même sur un projet où on a fait de la recherche de matériaux que pendant le temps du chantier, qui n'est pas fini. Donc peut-être qu'on va augmenter un peu encore le résultat. Mais on se rend compte qu'en fait c'est déjà sur des petites échelles, il faut faire, ça peut être compliqué parce qu'on se retrouve vite à aller chercher un peu de tous les côtés. Donc encore une fois, c'est comment essayer de faire en sorte de recentrer le plus possible au même endroit, d'essayer d'éviter de faire d'essayer d'être le plus logique dans la coordination. Et aussi, on se rend compte que c'est quand même, vous parliez du gros œuvre tout à l'heure, mais sur les questions de second œuvre, revêtement, équipement, c'est finalement très très facile. On n'a pas de problème de mise en œuvre particulier à ce moment-là, quoi. Donc là, on en vient à notre deuxième chantier en cours, qui est l'installation d'un centre d'hébergement d'urgence dans les anciens locaux du musée de la Libération qui se trouve au-dessus de la gare Montparnasse. Donc c'est dans le cadre du projet de Réinventer Paris. La ville met à disposition de l'Armée du Salut des locaux pour une durée de 2 ans. Donc après, on est en cours de chantier. Il s'agit d'une surface d'environ 1000 mètres carrés avec un montant des travaux extrêmement faible, dans lequel on arrive tout de même à appliquer notre démarche. Donc là, on voit le musée qui se trouve sur le jardin Atlantique, sur la dalle du jardin Atlantique. Donc à droite, le musée avant le curage. Il y avait très peu d'éléments de seconde œuvre, à l'exception d'éléments de scénographie assez pesants et encombrants. Donc voilà, là le projet se déploie sur une partie du rez-de-chaussée et sur la totalité du premier étage, où se trouvent les chambres et les sanitaires. Donc là, le but, ça a été dans un premier temps déjà de réfléchir à comment déposer le moins possible, et surtout à utiliser ce qui était déjà là. Donc tous les réseaux, les sanitaires ont été conservés en leur place.
et ont été agrémentés de nouveau en fonction des besoins dont nécessitaient les chambres. Oui, donc on a recréé un paquet de douches et un paquet de toilettes aussi. Donc la première récolte de matériaux s'est faite sur site. Ça a été les dalles, les panneaux d'isolant de faux plafond qui ont été stockés proprement sur le site, le temps de pouvoir les réutiliser pour le cloisonnement. Je sais pas Clotilde si... Non, avec l'accord du bureau de contrôle, encore une fois. À condition que, enfin voilà, c'était juste qu'il soit stocké et protégé un peu de la poussière, mais on n'a eu aucun problème là-dessus, justement, du fait d'avoir un bureau de contrôle qui est ouvert à ces questions et qui considère que c'est des questions importantes pour la suite. Enfin, en tout cas, que ce soit les bureaux d'études techniques ou le bureau de contrôle ou même la maîtrise d'ouvrage a été en amont, a adhéré en amont à la démarche, ce qui est extrêmement important. Enfin, sinon ça marche pas. Les luminaires ont en partie été récoltés et stockés sur place. Donc, on n'a pas pu les réutiliser malheureusement parce que on s'est rendu compte qu'en fait c'était un matériel qui était obsolète, trop lourd et en fait peu qualitatif par rapport au prix et par rapport à ce qu'on pouvait obtenir et surtout par rapport aux besoins sur site, étant donné qu'on avait déposé le moins possible en sous-face, on avait une très faible épaisseur de plénum pour installer cette machinerie. Heureusement. Une opportunité est arrivée au point nommé. On a eu un don sur un chantier de démolition de panneaux LED extrêmement fins. Ouais, c'est un chantier du coup, justement avec toute cette question des BET environnement qui commence à émerger et tous les diagnostics ressources, nous on a été contactés du coup par ce chantier aussi, qui était une déconstruction de bureaux dans Paris et donc en plus pas loin du chantier, avec un catalogue assez complet. Donc on a fait une première visite en amont. Et en fait là il y a plusieurs produits qu'on allait chercher chez eux. Donc la première chose, c'est quasi une palette de pavés LED. Donc là on se rend compte déjà que par rapport à un chantier de 100 mètres carrés et un chantier de 1000 mètres carrés, en fait le chantier de 1000 mètres carrés il a l'avantage de l'échelle, où c'est tout de suite beaucoup plus facile de récupérer. Et là sur la photo du bas on le voit, ça c'est notre plénum disponible par endroit sur le chantier. Donc autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que comme disait Elia, on a essayé à 350 € de rénovation au mètre carré, autant dire qu'on a enlevé le moins possible de tout ce qui traînait au plafond. Et voilà. Et du coup en fait aussi tout d'un coup c'est devenu assez évident quand on a un pavé LED qui consomme presque rien, qui était quasi neuf, parce qu'ils ont servi un petit temps par rapport à des anciennes lampes qui étaient de tubes fluo. En fait tout d'un coup il y a la question de la technologie, de la qualité aussi qui se pose, de la consommation, et là ça faisait assez sens de les récupérer quoi. Et du coup sur ce même chantier on a récupéré un ensemble de suspensions. Alors encore une fois sur ce chantier, comme c'est un chantier à vocation très très sociale, on a accès aux dons très très facilement. Là tout ce qu'on a là c'est tout bénef pour l'entreprise aussi, et c'est comment valoriser la main d'œuvre. Et donc sur celui-là on a récupéré des lampes un peu de toutes les couleurs. On était assez contents, et on était surtout contents quand on les a toutes peintes en noir, parce que du coup essayer de redonner un peu d'unité sur le chantier, ou essayer de faire en sorte que ce soit le moins disparate possible. Donc on est encore en travaux, mais je crois que vous voyez pas bien les couleurs sur ce truc, mais du coup ça permettait d'avoir aussi une unité de plafond, et on est sur un centre qui est quand même avec des murs assez colorés, ces touches de noir, ça nous permettait un peu d'apporter. Bref. Là, je trouve que tu as abordé quelque chose d'important, c'est que donc on parlait tout à l'heure de la différenciation du prix de fourniture et du prix de pose. Faut pas laisser croire aux entreprises, aux artisans qu'en fait c'est une économie pour eux et que cela. Il faut aussi leur expliquer, et je pense qu'ils en ont très vite conscience, qu'il y a la question du reconditionnement quand il n'a pas été fait en amont, c'est-à-dire un nettoyage à minima, tester le bon fonctionnement. Par exemple, on verra après sur les radiateurs que tout fonctionne,
soit opérationnel. Donc ça, c'est un temps aussi. C'est un temps qui doit être pris en compte. Ouais, bon, là-dessus c'est juste sur le même chantier, vu qu'il y avait plein de BAES drapeaux, on a récupéré plein de BAES. Donc sur un chantier de centre d'hébergement, du coup on a des BAES un peu de luxe, donc on est content. Voilà, c'est minime, mais malgré tout c'est déjà ça. Et après là-dessus c'est un mini un peu exemple, mais aussi à destination de, je sais pas s'il y a probablement des bailleurs ou des personnes qui seraient amenés à déconstruire des bâtiments, mais là c'est un peu l'exemple où on en a récupéré 5, donc nous on en avait besoin de 250. Et en fait sur ce chantier-là, c'est toujours le même chantier des pavés LED, ils en avaient 1000 des patères, et ils les ont toutes jetées à la poubelle, et j'imagine qu'ils les ont jetées à la poubelle parce qu'elles étaient en acier et qu'elles ont été revendues et refondues, et que parce que du coup vu qu'il y a déjà une filière existante, mais c'est se poser la question de quand on a quelque chose comme ça qui est hyper facile à poser, qui peut avoir une valeur marchande et qui est hyper facile à stocker puisqu'il est tout petit, en fait c'est peut-être le réemploi plutôt que de la refonte, ça aurait été bien. Mais voilà, ça c'était un peu le se dire que ça pour le coup on aurait même pu l'acheter en fait, on nous l'a, enfin voilà, ça a une valeur, quoi. C'était sur le même chantier qu'on a récupéré les... Non, c'est un autre. Hein. Donc sur un autre chantier de démolition, on a pu récupérer tout un lot de radiateurs qui fonctionnaient. Alors la perte de temps qu'a été cette récolte, c'est que les matériaux, les radiateurs étaient mal stockés, pas triés par puissance, et que toutes les attaches étaient en vrac dans un coin. Donc on a quand même passé une petite heure et demie, mais je pense 2 heures, je sais plus. Enfin bref, ça a pris un peu de temps. Parce que là, on est venu avec l'entreprise. Nous, à la base, on était juste venus pour lui redire le nombre de radiateurs dont il y avait besoin. Puis en fait, quand on se retrouve face à ce tas, on se retrouve à devoir tout trier avec lui et à mettre et à trier tout. Mais malgré tout, il était super content parce que sur un chantier, des radiateurs, ça peut revenir assez cher. Et là, il y a vraiment la question qui s'est posée. D'abord, l'inquiétude de la maîtrise d'ouvrage sur les radiateurs, de savoir est-ce que ça va consommer plus, est-ce que ça va marcher. Donc, et c'est là que le bureau d'études il a intervenu aussi, parce qu'on avait, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est un projet, c'est un centre d'hébergement provisoire qui va être là que 2 ans. Du coup, en fait, est-ce que acheter du matériau neuf, parce qu'on avait de toute façon pas le budget pour acheter mieux que des convecteurs électriques, et entre des convecteurs électriques qui ont peut-être 5-8 ans et des convecteurs électriques aujourd'hui, la technologie n'a pas foncièrement changé, et en plus, si on avait acheté des radiateurs, du coup, le bureau d'études a bien voulu nous faire des calculs pour voir un peu l'impact financier que ça pouvait avoir sur les consommations. Et à la fin, on en a déduit que ce serait, si on achetait des meilleurs radiateurs, on aurait un retour sur investissement après 3 ans. Le centre vit 2 ans, et donc on a récupéré tous les radiateurs parce que au moins ça leur permet de vivre 2 ans de plus, et nous de pas créer aussi des matériaux. De pas acheter une 50aine de radiateurs neufs qui vont être de toute façon déposés dans 2 ans, quoi. Donc c'est d'essayer d'avoir cette logique là. Donc là, au niveau encore sur notre petit schéma gain de temps, qualité, là c'était clairement qualité au niveau, c'est l'économie qui a fait qu'on les a récupérés, quoi. Et sur ce même chantier, il y avait tout plein de mitigeurs, parce qu'on parlait des erreurs de commande. Et c'était des mitigeurs dont le bec était trop court, qui avait été posé sur tout un immeuble de logements sociaux. Et donc, ils ont été posés 2 semaines, puis déposés. Donc, on a tout récupéré pour notre centre d'hébergement. Voilà. Alors, on en vient à la question du carrelage, qui peut paraître un peu dérisoire, mais qui a été un petit casse-tête. On a récupéré donc suffisamment de carrelage pour le mettre en œuvre au centre. Mais alors voilà, des carreaux de toutes couleurs, dimensions différentes. Encore une fois, le carrelage peu cher, ça est facile d'accès, donc on pouvait pas appuyer la récolte sur la mise en œuvre en tout cas sur l'économie. Donc là, on a eu l'argument de la qualité.
C'est des matériaux qui venaient d'un fournisseur, c'est toutes les fins de série, ou les invendus, ou les invendables, ou les échantillons, ou les machins, et il y a un arrivage qui est permanent. Nous, on avait 5 palettes de carrelage à disposition, un peu toutes les couleurs, et c'est ça qu'on est allé chercher aussi. Et voilà, on voit quand même pas grand-chose. Donc bon, ça illustre un peu l'état du chantier aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faut être que tout le monde doit être résilient. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entrepreneurs. C'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas comme ça qu'on avait envisagé les choses, mais voilà, on arrive quand même à avoir des assemblages intéressants. Et surtout là, qui était en accord avec ce qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire que chaque pièce, chaque sanitaire ait, disons, une identité propre, sachant qu'un centre de ce type peut être un peu impersonnel. Et puis il y a la question au niveau de la qualité. Bon là on est sur des petits carreaux, mais dans les sanitaires on est quand même dans des centres d'hébergement où il y a une centaine de personnes qui vivent, où il y a beaucoup de passages dans les toilettes, et en fait d'habitude on se paye des carreaux 20 par 20 à 10 € le mètre carré et encore. Et là nous on a pu mettre quand même des carreaux de 60 par 120 où il y a très peu de joints, donc c'est le bonheur de la femme de ménage quand même, et de savoir que, enfin, ou de l'homme de ménage d'ailleurs, et de savoir que, enfin, c'est beaucoup plus facile d'entretien, et voilà quoi. Et là c'est les mêmes carreaux en fait, juste sur la photo d'avant, c'est les mêmes carreaux qu'on a au cal du projet d'avant, parce qu'en fait on en a récupéré tellement qu'on en a amené sur les 2 chantiers. Voilà. Et pour finir sur les carrelages, en fait, on en a récupéré plein, bon, de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Il y a du Versace à droite quand même, ce qui est ma fierté de Versace dans un centre d'hébergement. Et ensuite, et en fait, l'entreprise a aussi beaucoup joué le jeu parce qu'il y a plein de carreaux qui viennent de chez eux. Il y a plein de surplus qui viennent aussi de son entrepôt. Parce qu'elle, en fait, il était plus dans une négociation il voulait pas aller chercher le carrelage parce que c'était un peu plus loin que en fait il le trouve. En plus il nous a dit qu'il le trouvait horrible, super moche, il en dormait pas la nuit. En fait il a essayé de tout faire pour pas aller le chercher parce qu'effectivement pour lui c'est pas une économie suffisante, mais on a quand même joué le jeu et à la fin tout le monde était hyper content puisqu'ils sont quand même un peu marrés à le poser, et voilà. Et ouais. Et du coup, juste pour finir sur la question de comment on implique l'entreprise, c'est que du coup, l'artisan, lui aussi, a commencé à nous faire un peu l'inventaire de tout ce qu'il avait dans son hangar à lui. Et donc, des laits de lino, nous a aussi apporté tout un tas de spots LED qui ont été posés dans les couloirs, parce qu'en fait, il se rendait compte que lui aussi, il aimait pas trop jeter, qu'il trouvait ça quand même super dommage quand il avait du matériau tout neuf, et donc ça a été posé dans les chambres, voilà, en partie. Et puis une pratique qui pouvait être un peu, disons, mal vue par une maîtrise d'œuvre ou une maîtrise d'ouvrage d'un artisan, une entreprise qui essaye de refourguer un peu le matériel qu'il a dans le placard. Là, ça collait parfaitement avec la démarche qui était en cours, enfin qui est en cours. Voilà. Et du coup, pour finir, sur celui-là, on a quand même un peu plus de 6 tonnes de matériaux récoltés, sans compter tout ce qui a été récupéré sur place. Oui, parce qu'aussi on n'a pas parlé, on a un ensemble de panneaux vitrés, bref, qui vont être réutilisés, mais dans la deuxième phase des travaux. Ça peut, encore une fois, ça peut paraître pas tant que ça, mais après il y a la question aussi de comment on calcule. Est-ce qu'on calcule en poids, est-ce qu'on calcule en volume, parce que finalement est-ce que de l'isolant ça pèse quand même pas grand-chose, mais en volume ça prend de la place. Donc enfin voilà, c'est juste d'essayer de savoir aussi quelles sont les méthodes de calcul des objectifs de 70% de valorisation. Parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses, et donc nous en fait faire ce travail-là, vu qu'on était encore une fois sur des projets à vocation sociale, ça nous a quand même permis d'apporter plus de qualité, parce qu'on était on a été quand même très sélectif sur les matériaux, on a refusé beaucoup de choses. En fait, si on fait du réemploi, c'est pas pour récupérer des choses qui vont nous casser entre les doigts vite. C'est d'offrir du mieux, et en fait, ça nous a aussi permis de dégager un budget pour travailler avec une graphiste qui va nous bientôt, avec laquelle on va poser des logos un peu et faire toute la signalétique dans tout le centre. Voilà, donc c'est ouais, puis non, je sais plus. Enfin vraiment encore une fois d'appuyer sur le fait que ça peut être des projets de qualité, et que ça se voit
enfin, il n'y a pas forcément une étiquette réemploi qui peut être collée sur tous les projets, quoi. Voilà. Merci. Donc moi, ma première réflexion va peut-être être une réflexion de vieux schnock, de vieil architecte. Je me souviens des années 80 où j'étais allé voir un copain au ministère qui correspondait au ministère de la Construction à Montréal, et ils avaient déjà débuté la récupération quand il fallait détruire quelque chose. On demandait dans le cahier des charges 80%, 90% de récupération. Donc quand je suis revenu en Vendée, j'en ai parlé. C'est un peu comme la bioclimatique et les maisons solaires. J'ai beaucoup prêché dans le désert. Donc je suis très content actuellement de vous voir. Je suis content de savoir que ça avance. Je me pose la question de savoir comment avancer plus vite ou mieux. Parce que là, vous parlez effectivement de beaucoup de structures qui vous entourent, ou tout au moins vous piochez, vous allez chercher des choses. Mais nous, en Vendée, j'allais dire, à part Trivalis et Bâti Recyclage à la Ferrière, je ne vois pas à qui s'adresser. Et donc, je me pose la question si, puisque c'est une caractéristique aussi du Vendéen, c'est de créer des structures qui manquent. Quand elles manquent, on les crée et on les utilise pour nous, notre bien, nous les Vendéens. Et je me demande si à l'image de Info Énergie, de l'association Élise, ou à l'image même du CAE, mais là plus directement, j'allais dire, productif, on ne pourrait pas inventer une structure de conseil, et même plus de conseils peut-être, créer une association de revalorisation, de réemploi du déchet de bâtiments, association qui pourrait effectivement être hébergée ou par le CAE ou par une autre structure départementale, mais les architectes, mais les entrepreneurs, mais les constructeurs, en fait, les privés pourraient demander qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. On commence petit et on termine dans 10 ans avec une structure qui tourne. Voilà. C'est pas vraiment une question. Bruno. Alors, pour te répondre, mais ça correspond en fait à la première phase du cycle, qui est donc le diagnostic ressources, puis après voir effectivement ce qui peut être valorisé, comment le recenser, fournir les informations aux éventuels prescripteurs qui peuvent justement réutiliser ces matériaux, etc. Et donc par rapport à ce que tu disais, je voulais simplement parler d'une expérience d'une association qui s'est créée en 2016 à Marseille par une des fondatrices, c'est Valérie Descaux, qui est l'ancienne présidente de l'UNSPA à Marseille, et qui donc sur Marseille, ils ont créé une association. Donc il y a 3 architectes qui s'en occupent en fait. Je pense que l'architecte est assez bien positionné à la fois pour faire le diagnostic des bâtiments existants et pour savoir quels matériaux peuvent être réutilisés, quelles sont les contraintes, les normes, etc. Et pour justement bien identifier ces matériaux. Et donc, a priori, ils ont réussi depuis 2016 à la fois se positionner auprès des maîtres d'ouvrage publics ou privés pour participer effectivement au diagnostic avant démolition, parce qu'effectivement depuis 2011, normalement tous les bâtiments de plus de 1000 m² doivent être, il doit y avoir un recensement, un diagnostic et réutilisation des matériaux au maximum.
Et donc ensuite, effectivement, il y a aussi des architectes ou des associations qui cherchent à valoriser, comme vous le faites, tous les matériaux existants pour préserver la ressource, quoi. Et donc ces démarches, elles existent dans un certain nombre d'endroits, et je pense on peut s'en inspirer pour pas réinventer des choses que des gens ont déjà développées depuis quelques années. L'association s'appelle Réédificare. Oui, c'est ça, on allait pour ça. Mais effectivement, la question du diagnostic ressources, c'est un outil qui va être mis en place, qui va être du coup obligatoire, vu qu'il va, comme vous disiez, remplacer le diagnostic déchets obligatoire. Ça va être un outil qui va nous servir à tous. Et de fait de le légiférer, je pense qu'il va avoir un impact réel. Alors c'était prévu pour 2019, on l'attend. Ensuite, je pense que rien n'empêche de commencer à discuter et à réfléchir comment faire concrètement, parce que le diagnostic ressources, c'est soit effectivement certains architectes qui vont s'y mettre, soit des bureaux d'études spécialisés. Donc il va falloir le faire, effectivement, quelqu'un va devoir le faire. Après, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que les choses sont faites finalement aussi de manière très informelle là sur nos chantiers. Parce que, d'ailleurs, on récolte plus de matériaux hors plateforme qu'en fait, en essayant de mobiliser nos réseaux, c'est-à-dire déjà nos confrères, nos consoeurs maîtres d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage qu'on connaît, les bureaux d'études, en fait, tous les acteurs qui sont autour de nous, pour dire, bon, là, vous avez un chantier, si vous entendez parler de quelque chose, déjà parlons-en. Très simplement, peut-il parler de la question du stockage? C'est une question primordiale. Comment on stocke? Est-ce que sur mon chantier, moi, j'ai maître d'ouvrage, maître d'œuvre, j'ai une possibilité de stocker les matériaux que je déconstruis? Est-ce que j'appellerai pas, je diffuserai pas à mes contacts déjà ce que moi j'ai de disponible? Ouais, après toutes les plateformes, justement déjà pour commencer en Vendée, faut quand même savoir, les plateformes dont on parlait, qui sont des trucs numériques, c'est aussi à tout le monde d'activer, aux bailleurs, etc., d'activer ces réseaux ici, et aux constructeurs, aux promoteurs, parce que ça peut être utilisé dès aujourd'hui. C'est pas du tout que destiné à la région parisienne, au contraire. Et après, comme la question, et nous, la difficulté de passer par eux, je pense que c'est encore inhérent à des projets qui étaient très courts dans le temps. On a eu une recherche de matériaux qui a été toujours concentrée uniquement sur le temps du chantier. Alors que quand on a la possibilité de s'organiser en amont, c'est déjà beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que nous, on est passé plus directement par des chantiers qui nous contactaient via leur diagnostic aussi. Et via nos réseaux. Et après, moi, je pense, très sincèrement, sur toutes les expérimentations qu'on a fait, aussi de si petite échelle soit-elle, c'est le lieu physique. Il n'y a pas mieux que ça. Et nous, on hésite toujours à le faire, mais c'est juste que c'est pas notre métier de faire un négoce. Mais moi, je rêve que d'une chose, c'est que ce lieu existe, où on puisse venir mesurer, toucher, vérifier la qualité, vérifier l'état, voir les quantités, qu'on puisse les réserver et les poser, parce qu'en fait, comme un magasin, et sauf que ça, moi, je pense que c'est le truc qu'il faudrait faire. Si quelqu'un, et sauf qu'aujourd'hui, en tout cas en région parisienne, le foncier coûte une fortune, donc forcément, l'entrepôt, personne veut le faire, donc tout le monde fait des plateformes en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de stockage et que ce soit que du flux tendu. Donc on y arrive quand même, on fait des choses, mais moins que ce qu'on pourrait faire. Il y a encore plein de freins à débloquer, quoi. Donc il faut faire une recyclerie en Vendée. Voilà. Erwan, il faut agrandir. Oui, je suis architecte, ex-architecte, mais architecte encore, d'esprit. J'ai bien aimé votre exposé. Je pense que c'est un petit laboratoire extrêmement intéressant, alors qu'il y a un immense champ de récupération énorme. Vous êtes une petite poussière, mais extraordinaire, je vous complimente, par rapport au potentiel de la récupération.
Et on est dans un système où où on dérange tout le monde en pensant comme ça, puisque je prends le carrelage par exemple, mais il y a le fabricant, il veut écouler sa fabrication, le fournisseur, le négoce, il va faire sa marge sur du neuf, l'entreprise, prix posé, la marge elle est plus sur la fourniture que sur le prix de la poule. Et puis on sait très bien que nous, prestataires, on a un pourcentage sur les coûts. Donc il faut qu'on modifie le système dans un système où tout le monde est à peu reculant, puisque tout le monde a l'impression qu'il va perdre son intérêt. Alors il y a peut-être aussi des nouveaux métiers, des métiers intermédiaires. Vous parliez de métiers intermédiaires entre les lieux de récupération et les lieux de réemploi. Alors je ne parle pas d'association, je parle même de métiers avec une marge, avec une rentabilité. Parce que je pense que ça va se monter comme cela, parce que il doit y avoir des quantités de matériaux récupérés. Regardez dans l'événementiel, on fait des choses, regardez le Vendée Globe, ou autre chose, des choses pour entre 2 ou 3 mois, et après où ça va. On avait eu, Éric Guillot est là, on avait été à un congrès Cobati à Mâcon, dont le thème était l'économie circulaire, et quelqu'un de Mâcon ou de Lyon, je ne sais plus, ou de près de Lyon, nous avait exposé qu'il s'était lancé un petit peu dans la récupération de vêtements de sol, etc., pour les proposer dans des appels d'offres, etc., et qui souhaitait que dans les appels d'offres, il y ait cette ligne de possibilité d'employer des matériaux d'occasion, puisqu'on est en fait dans un marché d'occasion. Là, on est en train de parler de marché d'occasion par rapport au marché neuf. Et donc, on a besoin d'intermédiaires dont le métier sera d'aller à la chasse de récupération dans des bureaux désaffectés, dans des bureaux qui changent du tertiaire qui change de destination, beaucoup de choses. Oui, il disait justement que dans les bureaux, on les réaménage tous les 15-20 ans, donc les revêtements de sol, les carrelages sont pas forcément usés, il y a beaucoup de choses à réemployer, ne serait-ce que les équipements ou autres. Voilà, donc je veux dire, c'est une source de réflexion qui est attachée aussi. Le problème qu'on posait à Mâcon, c'était les problèmes d'assurance. C'est-à-dire que là, les bureaux de contrôle ont un rôle important, c'est que les assurances marchent à reculons pour assurer des matériaux qui n'ont pas leur fiche technique toute neuve, toute belle, etc. Donc voilà ce que je veux dire, c'est un panel de réflexion. Juste sur le tout dernier point, vous m'en parlez tout à l'heure, mais il commence à y avoir des assureurs qui se posent la question et qui disent qu'il y a peut-être une marge à faire là-dessus justement, et qui travaillent avec, il me semble, avec CycleUp, qui sont encore une fois une plateforme de revente et qui eux assurent les matériaux avec une garantie annuelle, ce qui n'existait pas il y a peu de temps là sur les matériaux de seconde main. Voilà. Bonjour. Moi j'ai 2 petites questions. La première, c'est comment ça se passe à l'étape estimation, appel d'offres, signature du marché. Parce que si j'ai bien compris, c'est un effort qui est surtout à l'étape chantier. Mais avant, pour arriver à la signature du marché, je pense que peut-être qu'il y a des paramètres à mettre en compte et pour pouvoir signer le marché, parce que c'est pas sûr si les coûts explosent. Et donc, deuxième chose, est-ce que vous arrivez à vivre avec ce que vous faites? Parce que moi, je me rends compte déjà sur des petits chantiers que je fais déjà les remplois, et surtout avec des maîtres d'ouvrage convaincus, que c'est un effort en énergie assez conséquent et pas forcément valorisé. Donc voilà, moi je le fais parce que je suis convaincu, mais la contrainte économique est importante. Sur la question du chiffrage, des estimations avant l'appel d'offres, en fait, nous, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on chiffre, on estime de manière classique. Donc on rentre pas encore ce paramètre dans le chiffrage. En revanche, que ce soit pour notre intervention et surtout celle des entreprises,
on avertit dès l'appel d'offres, nous on veut travailler comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Et donc, prenez-le en compte. Donc il faut l'adhésion des entrepreneurs aussi, c'est sûr. Après, on n'en est pas encore... je pense qu'il y a déjà des ébauches de cahiers, des charges particulières, descriptifs, qui commencent à être mis en œuvre par notamment certains programmes de recherche, celui, je pense, à REPA. Donc des outils un peu à destination des maîtrises d'œuvre. Ça, nous, on n'a pas encore eu l'occasion de le tester parce que je pense que ça sera effectif quand le diagnostic de ressources sera obligatoire et qu'on aura réellement, disons, la possibilité de sourcer tout le matériel en amont du chantier. Voilà, enfin, je pense que quand la filière sera bien organisée, on pourra mettre en place ces outils-là. Et après, par rapport à la rémunération, je vais te laisser répondre. Ouais, juste pour finir, non mais du coup en fait mon chiffre pareil, c'est ça, c'est l'entreprise en gros si elle perd trop d'argent, elle nous prévient avant de le faire, mais là c'est expérimental, tout le monde le sait et c'est juste il faut qu'ils jouent le jeu ou non quoi. Et pour le moment, quand on fait du réemploi, on arrive plutôt à faire en sorte que l'économie faite sur l'achat de la matière, elle compense un peu le fait que ce soit plus compliqué à aller chercher, à mettre en œuvre, je sais pas quoi. Mais pour le moment, on a fait aussi peu de réutilisation donc dans la définition, c'est-à-dire de détourner l'usage et qui là, pour le coup, nécessite plus de boulot. On en a moins fait parce que des questions de temps. Et sur la rémunération, on vit comme tous les architectes, plus ou moins bien, enfin voilà. Mais ce qu'on disait, c'est que pour le coup, nous là, on a un peu la chance d'avoir, du fait du prix dont vous parliez tout à l'heure, on a eu un petit coup de pub à un moment qui fait que maintenant on nous a appelés pour ça, aussi pour des opérations où on fait du réemploi, donc on a des maîtrises d'ouvrage qui de fait ont envie d'essayer et donc à qui on le facture. C'est ça. En fait, la question c'est de le mettre en avant. Et de le mettre en avant dès le début, donc même au moment même de prise de contact avec les maîtrises d'ouvrage, les futurs clients, enfin, et de l'expliquer, de le justifier et de justifier le temps passé en fait. Et pour répondre de manière très précise, on facture au temps passé, ce qui nous permet de tout détailler. Et de dire, voilà, nous on passe tant de temps à faire ça, et la ligne supplémentaire, après on y passe le triple. Oui, ça, c'est autre chose, mais bon. Et moi, ça nous permet de décomposer. Bonsoir, du coup, je me permets, Cécile Henriot de la CAPEB, donc c'est les artisans du bâtiment. Donc forcément, tout ce que j'entends suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions aussi. Mais je suis ravie d'avoir pu entendre cette initiative de votre part. Je remercie le CAUE du coup pour l'invitation. Ma question porte effectivement sur des perspectives de déploiement, parce que là on est sur effectivement quelques chantiers. Est-ce que vous pensez que au niveau des acteurs du chantier, donc notamment les bureaux de contrôle, on pourrait aller vers d'autres matériaux que des matériaux, on va dire, du second œuvre, comme le carrelage ou des choses qui restent quand même, on va dire, moins contraignantes au niveau des normes de sécurité ou des normes de construction. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre une autre échelle ou pas? Et puis la deuxième question, c'est effectivement aussi par rapport aux artisans, est-ce qu'ils ont gagné de l'argent aussi sur le chantier? Parce que c'est aussi intéressant qu'ils en gagnent sur ces éléments-là. Et puis sur le rôle des constructeurs, où effectivement je rejoins monsieur qui est intervenu tout à l'heure sur le fait de nouveaux métiers ou de nouveaux interfaces. Si effectivement un des constructeurs, on lui demande de nettoyer les sanitaires, je veux dire, c'est pas son boulot, et je pense que voilà, c'est vraiment autre chose. Donc je pense que voilà, ça fait partie d'un cahier des charges différent, mais ce sera pas forcément l'artisan du bâtiment qui fera cette étape-là, à mon sens. Voilà.
Au niveau de la première question, c'était concernant les bureaux de contrôle. Je sais que dans le travail, il y avait quand même beaucoup de bureaux de contrôle qui se posent beaucoup de questions et qui aussi peuvent prendre. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais il y a certains bureaux de contrôle, nous, je peux faire de la pub ou quoi, mais nous on travaille avec BTP Consultant pas mal, qui a écrit notamment dans le livre Matière grise, qui a été une édition du président de l'Arsenal, où il y a toute une partie là-dessus sur l'engagement qu'il doit avoir aussi comme négociateur auprès des assurances, parce que c'est lui qui fait aussi cette interface. BTP Consultant fait aussi partie du programme de recherche porté par le gouvernement et par Bellastock sur et avec le CSTB évidemment, pour faire avancer l'aspect normatif et réglementaire. Et il y avait eu, du coup, ils peuvent l'être s'ils ont envie de l'être. Il y avait eu de cette expérimentation aussi sur qui était le pavillon circulaire. Je ne sais pas si vous avez vu, qui était devant l'hôtel de ville à Paris, un bâtiment d'Encore Heureux, qui a été contrôlé pour le coup par BTP Consultant. C'était un petit ERP qui accueillait du monde et qui était 100% en réemploi avec et du coup, s'ils prennent des risques et que les choses sont testées, en fait, il y a la question des PV aussi qui peuvent être faites. C'est que sur des petits chantiers, c'est aussi pour ça que nous, on l'a fait que sur des matériaux faciles à mettre en œuvre. C'est que sur des petits chantiers, les tests coûtent cher. Sur des gros chantiers, c'est faisable quand on a 200 portes sur lesquelles on veut faire un PV coup-de-feu. Le test coûtera pas si cher que ça. Et on peut avoir le PV pour le coup, exactement comme on peut avoir des ATEX ou ce genre de choses. Bon, les ATEX c'est un peu long et compliqué, mais on peut obtenir des certifications. Après, encore une fois, la question de l'échelle elle est assez importante et c'est pour ça que nous, pour le moment, mais on en reparlera dans quelques années quand on a plus d'ampleur. Et après, est-ce que les artisans ont gagné de l'argent ? Non, il y avait la question du gros œuvre, en tout cas d'autres lots que les lots type carrelage, revêtement, cloisonnement. Alors ça, nous, on travaille pas sur ces lots-là pour l'instant. En revanche, donc c'est tout le travail des acteurs que je citais précédemment, qui travaillent sur le béton à titre d'exemple, je pense, mais aussi parce que c'est un sujet important. Donc sur comment, alors je suis pas experte en la matière, mais comment créer des outils, des lignes de conduite concernant le matériau béton, comment le réemployer, mais aussi le réutiliser, le retransformer sur les chantiers. Donc ça, disons que c'est en cours de réflexion. C'est un programme de recherche là-dessus. Ouais. Et après, sur les artisans, en fait, ils ont chiffré, nous, sur nos chantiers, en tout cas, ils ont chiffré, il n'y a pas eu de balance en leur défaveur. Tout ce qui a été récupéré gratuitement, en fait, ça a été bénéfique pour eux, dans le sens où, du coup, oui, forcément, il a racheté des bombes de peinture pour peindre des lampes, il a pris un peu plus de temps pour nettoyer des radiateurs, mais au global, je pense que c'est un équilibre où ils ont gagné autant que si on l'avait pas fait, pour le coup. Et la dernière question, je me souviens plus, c'était sur... Ah oui, et sur les métiers de la déconstruction, je crois que eux, c'est plus compliqué, effectivement. Justement, les déconstructeurs qui doivent nettoyer les toilettes et les stocker, c'est plus compliqué. Nous, on a, justement, en visitant des chantiers de déconstruction, on allait chercher des choses, on a vu un peu plusieurs cas, à la fois celui où c'est très impliqué, et ceux où pas du tout, et il y a aussi la question de tout d'un coup ils chiffrent 10 fois plus cher aussi quand il faut tout déposer avec soin, alors que finalement quand on déconstruit on se rend compte que il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps, mais globalement on jette pas non plus tout par la fenêtre et on n'arrache pas tous les plafonds non plus. En général les lampes on les enlève quand même en fait de les poser sur une palette ou de les jeter dans la benne, parfois ça... si on prend assez vite les habitudes, il y a beaucoup de déconstructeurs qui vont vous raconter que finalement, au début, ils chiffraient le triple de ce qu'ils avaient l'habitude de chiffrer en démolition, et que à la longue, on se rend compte qu'en prenant que ce temps-là, il peut être réduit petit à petit. Mais je pense que
Et nous, sur les chantiers qu'on a vus, il y avait ceux qui n'étaient pas du tout impliqués, donc c'était l'exemple des toilettes, ça a été, là c'était une tour entière à la Défense, donc je dis quand on a cherché dans les étages les toilettes, ça a pris du temps. Et l'autre, c'est à l'inverse, un chantier où ils ont tout déposé en avant, c'est stocké sur des palettes et cellophané, mais tout, même des choses où je sais pas qui pourrait le récupérer, enfin des pavés, les lampes de 60-60 avec des tubes néons qu'on met dans les bureaux qui sont horribles et donc il y a un peu l'extrême inverse où en fait tout déposer soigneusement, c'est aussi, il faut choisir, ça sert à rien de perdre du temps sur des choses qui sont pas qualitatives. Voilà, donc il y avait cet excès de zèle de ce côté-là. Mais là, c'est vrai que c'est un métier qui, lui, change vraiment, je pense, plus que celui des artisans qui posent. Moi, j'avais c'était une question lorsque vous parliez de vos contrats ou de vos marchés, c'était savoir si vous travailliez sur la base de marché public ou privé. Et puis l'autre remarque, c'était aussi par rapport donc à la déconstruction, au tri des matériaux, etc., jusqu'au nettoyage. A priori, sur certaines expériences, effectivement, le diag ressources pour ça est important, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut analyser, je pense, ce qui est intéressant de récupérer ou pas, et à ce moment-là, a priori, il y a un repérage très précis des bâtiments existants avec nomenclature sur chaque élément conservé avec leurs dimensions, etc., pour justement pouvoir après facilement le revaloriser auprès d'éventuels récupérateurs. Et donc effectivement, du coup, je pense que le diagnostic démolition, déconstruction, récupération, c'est une phase qui devient beaucoup plus importante pour pouvoir tout repérer et bien identifier les choses qui partent comme déchets et les choses qui sont revalorisées. Et puis après, sur des exemples que j'ai vus, au niveau structurel, après ça peut être plus au niveau de la charpente ou des éléments comme ça qui peuvent être récupérés, et même sur certaines opérations, des lithos, choses comme ça qui sont lithos, chevrons, etc., qui peuvent être récupérés. Sur les contrats, donc non, actuellement on est que sur des marchés privés. Je sais qu'il y a des choses qui commencent à après il y a des opérations de test en marché public. Après nous, c'est aussi le but d'en arriver là, et ce qui nous poussera à être beaucoup plus carré, évidemment. Et on espère que le fameux diagnostic sera mis en place. Mais je pense qu'il sera pas le seul nécessaire. Il y a vraiment besoin de la mise en place de la filière et de l'activation. Il y a l'exemple de la caserne Mélinet à Nantes, qui est actuellement, du coup c'est une ancienne caserne militaire qui va être réemployée comme un nouveau quartier dans le centre-ville. Et actuellement, ils ont mis de côté toutes les pannes des bâtiments, toutes les pierres de taille, et qui vont être réinvesties dans le nouveau projet du quartier, que ce soit dans l'aménagement urbain et dans les nouvelles constructions. Donc après, c'est peut-être aussi un projet comme ça, aller voir et voir comment eux, et être attentif à comment eux ont mis en place ce réemploi de matériaux qui étaient déjà présents sur site aussi, qui est plutôt intéressant. Bah oui, c'est vrai que ça pose toujours la question du très local et justement les gros chantiers d'organiser, si on peut pas organiser de recyclerie régionale, déjà des recycleries sur site, ça il y a de plus en plus même de bailleurs publics qui le font. Je sais qu'à Paris Habitat l'a fait sur un chantier un peu expérimental à la caserne de Reuilly, donc les bailleurs, le public peut aussi être moteur de ce genre d'action. Ça, je sais que c'était une opération où il y a des architectes qui sont intervenus d'abord pour faire un premier diagnostic, de voir tout ce qui peut être récupéré. Les architectes qui avaient gagné des concours avaient l'obligation, il me semble, d'utiliser au moins un matériau à réutiliser, donc il y en a c'était
je sais plus, des barrières, enfin des d'anciens garde-corps en fer forgé, d'autres avaient choisi d'utiliser tous les placards en chaîne qui allaient être découpés, enfin voilà, qui étaient présents. Et du coup, tout ce qui n'était pas utilisé, mais ce qui avait été ciblé comme potentiellement utilisable, était ouvert à la vente aux habitants du quartier, du coup. Et je pense que c'est vrai que ça repose toujours la question de l'échelle très locale. Et nous, on le voit aussi sur nos chantiers où il y a, en fait, on va pas chercher très très loin. Le but, c'est d'être dans un rayon assez proche. Et je pense que toutes les expérimentations, même parfois en se concentrant sur un ou deux matériaux, là, la pierre, le bois. Je parlais tout à l'heure, je sais plus à qui, de chantier, de démolition où en Seine-Saint-Denis où ils découpent les voiles béton d'un bâtiment pour en faire des dalles de trottoir en opus incertum, voilà. Et en fait, toutes ces innovations, toutes ces expérimentations, aussi locales soient-elles, quand elles sont un peu additionnées, à la fin, ça fait quand même du volume. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'est dit que même si on avait des chantiers qui étaient encore de taille modeste, ce qui nous importait aussi, c'est de montrer que même sur des petits chantiers, on arrive à... Enfin, si tous les architectes s'y mettaient un petit peu, et il n'y avait pas d'objectif 100% réemploi à atteindre, mais ça permettrait de faire chuter un peu notre volume de matériaux par voilà. Si on fait les 42 millions de tonnes, ça fait 3,4 par personne et par an de tonnes. Donc nous, à nous deux, là, on a fait notre part pour l'année, voilà. Et donc voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter? J'ai sollicité du monde, ouais. Pardon. Une question très rapide, ça concernait est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des entreprises d'insertion? Est-ce qu'il y a des entreprises d'insertion qui ont commencé à travailler sur ce chantier du réemploi des matériaux? On a une entreprise d'insertion dans le projet du CAL pour le coup, mais ils font de la peinture, donc après pour le moment on n'a pas, mais on pourrait, hein, parce que moi je pense qu'on justement aller voir les fournisseurs, je pense qu'il y a des tonnes de surprises peinture de toutes les couleurs. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait parce que vu que le chantier est arrêté, pour le moment on en est au placo. Mais oui, je sais qu'ils sont quand même ouverts à ces questions et voilà. Et donc on n'a pas encore travaillé avec eux, mais ça va venir dans les semaines.